Bonjour à tous, je suis le docteur Marc Garnier, je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Tenon à Paris. Et nous allons voir ensemble là, dans ce topo des éléments de définition, de critères et la réalisation pratique du sevrage de la ventilation artificielle, et en l'occurrence de la ventilation mécanique invasive ici. Alors pour commencer, quelques mots de définition et de contexte. Depuis 2016, et cette étude publiée dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, les définitions des catégories de sevrage ventilatoire ont changé. Et dans cette étude étaient considérés quatre groupes. Un premier groupe qui était le groupe pas de sevrage, qui rassemblait les patients qui n'avaient aucun essai de séparation du respirateur et qui représentait à peu près 25% des malades. Et on avait ici finalement les malades qui mouraient alors qu'ils étaient toujours ventilés, et puis une proportion de malades qui étaient des malades qui étaient transférés en dehors des réanimations des centres investigateurs alors qu'ils étaient toujours ventilés et qu'on n'avait pas essayé de les séparer du ventilateur. Le groupe numéro 1 était défini par un sevrage court de la ventilation mécanique, et c'était défini par un sevrage qui survenait dans les 24 heures, suivant le premier essai de séparation du respirateur. C'est le groupe dans lequel les malades réussissent et on arrive à sevrer les patients du ventilateur très rapidement dans les 24 heures suivant la décision, et ça représente la majorité des malades, 55 à 60%. Néanmoins, il existe des groupes dans lesquels le sevrage est plus difficile. Le groupe 2 est donc le groupe des patients avec sevrage difficile, patients pour lesquels le sevrage survient entre 24 heures et 7 jours suivant le premier essai de séparation du respirateur. Il représente à peu près 10% des malades. Et les 10 derniers pourcents représentent le groupe 3 du sevrage prolongé, c'est-à-dire des patients pour lesquels le sevrage du respirateur et de la ventilation mécanique n'est pas terminé 7 jours après le premier essai de séparation du respirateur. Alors, malgré des conditions favorables, il faut savoir qu'il y a un taux incompressible d'à peu près 10 à 20% des extubations qui sont des échecs et qui nécessitent la réintubation du patient. Ces patients qui nécessitent une réintubation ont une mortalité nettement augmentée par rapport aux patients qui vont avoir un succès de leur extubation. Et c'est pas simplement le reflet d'une gravité sous-jacente plus importante. Oui, bien sûr, probablement que les malades qui échouent ont une gravité sous-jacente plus importante et que cette gravité augmenterait leur mortalité quoi qu'il arrive. Mais l'échec d'extubation est en soi un critère de mauvais pronostic. Et pas mal d'études se sont intéressées à ça. Vous voyez, ça c'est des études qui remontent à la fin des années 90, début des années 2000 jusqu'aux années 2010. Mais globalement, dans les études, on retrouve à peu près toujours la même chose. L'histogramme blanc est donc la proportion de patients qui vont être réintubés après extubation. Et vous voyez qu'on tourne entre 10 et 20%, avec de façon assez homogène entre les études. Et puis en histogramme gris foncé, la mortalité de ces patients réintubés, avec, comme je vous le disais, entre 25 et 50% de mortalité, ce qui est donc bien plus élevé que la mortalité de patients qui vont réussir le sevrage ventilatoire. Alors on pourrait se poser la question de faut-il attendre, pour attendre davantage, pour être sûr que le patient va avoir une extubation réussie? Est-ce qu'il faut qu'on se prenne plus de marge, qu'on soit plus patient pour que ça ne loupe pas? Puisque si ça loupe, on va lui augmenter sa mortalité. Eh bien, la réponse n'est pas si simple que ça, puisque, à l'inverse, si on attend et que le patient passe donc du groupe sevrage simple, où on arrive à le séparer du ventilateur dans les 24 heures suivant la première tentative, au sevrage prolongé, où on arrive à le séparer entre 24 heures après et 7 jours après la première tentative, eh bien sa mortalité va aussi augmenter, simplement parce que le patient va être ventilé plus longtemps. Et donc lorsqu'on reprend les données donc, de l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure de 2016, qui a modifié un peu la définition et la façon de voir le sevrage de la ventilation mécanique, eh bien le premier groupe ici au niveau de la flèche bleue, comme je vous disais, c'était les patients qui ne sont pas, pour lesquels il n'y a même pas de tentative d'essai de séparation du ventilateur, ou parce qu'ils sont décédés avant, ou parce qu'ils sont transférés dans un autre centre. Vous voyez que la mortalité c'est 86%, puisqu'en finalement 86% de ce groupe étaient des patients décédés avant qu'on ait pu tenter de les sevrer. Quand on regarde en vert les patients qui ont un sevrage réussi dans les 24 heures, le groupe 1, la mortalité, vous voyez, est assez basse, 5,8%. Lorsqu'on passe dans le orange avec le groupe sevrage prolongé, avec la mortalité augmente à 16,5%. Et lorsqu'on est dans le rouge, dans le sevrage compliqué, au-delà du 7e jour, eh bien là, la mortalité est encore plus importante, aux alentours de 30%. Et en fait, c'est quasiment linéaire, cette augmentation de mortalité. Vous avez ici la mortalité, la probabilité de décès des patients en fonction en bas du nombre de jours entre la première tentative et le moment où le sevrage va vraiment avoir lieu. Et vous voyez que à chaque jour, ça monte. Finalement, 2 jours, c'est pire qu'un jour. 3 jours, c'est pire que 2 jours. Et ainsi de suite. Et donc, attendre pour être sûr, et bien en fait, à chaque fois qu'on perd un jour dans le sevrage,
bah, ça s'associe à une augmentation de mortalité du malade. Et puis dernier élément de contexte qui fait un peu réfléchir, c'est que lorsqu'on regarde le pronostic des patients qui ont une auto-extubation ou une extubation accidentelle, qui n'était pas faite pour être dans les bonnes conditions, hein, ou que le patient soit auto-extubé ou qu'il y a eu une extubation accidentelle au moment d'un nurse ou par le personnel soignant ou que sais-je encore. Et bien quand on regarde ça, en fait la moitié à peu près des patients qui ont une extubation accidentelle, à la fin, ne sont pas réintubés. Ça veut dire qu'en fait probablement qu'on aurait pu leur faire une épreuve de sevrage et les extuber du ventilateur, cette moitié de malades. Et là, le pronostic de ces malades est très bon, aussi bon que ceux chez qui on a fait un sevrage dans les règles de l'art. Et donc ça veut dire qu'on a une marge et qu'on maintient clairement une proportion de malades intubés trop longtemps, puisque ces extubations accidentelles, dans 50% des cas, eh ben, aboutissent à un sevrage ventilatoire. Et donc on est dans un dilemme où on sait qu'extuber trop tôt le malade alors qu'il n'est pas prêt et que ça conduise à sa réintubation, ça améliore, enfin ça dégrade pardon, son pronostic, ça augmente sa mortalité. Et extuber trop tard, passer trop de jours à réaliser le sevrage, trop de jours encore en ventilation mécanique alors que le patient n'en aurait plus besoin, eh bien ça augmente aussi sa mortalité. Donc, il faut trouver une solution pour essayer d'extuber le malade le plus rapidement possible, mais dans les bonnes conditions pour que ça ne conduise le moins possible à sa réintubation. Et ceci, ça passe, et maintenant on le sait depuis maintenant plusieurs années, ça passe par l'utilisation de protocoles pour le sevrage de la ventilation mécanique. Ici, vous avez une méta-analyse qui date déjà de 2014, qui compile donc les données individuelles des différentes études. Vous voyez ici, chaque ligne est une étude, et les gros diamants noirs, là, les gros losanges noirs, représentent l'analyse poolée des résultats individuels de ces études. Et lorsqu'on regarde le premier bloc en haut, c'est SBT protocole, c'est-à-dire un protocole pour le sevrage de la ventilation mécanique, pour réaliser l'épreuve de respiration spontanée, ou le deuxième bloc en bas, qui est un protocole de réduction par palier de la ventilation pour conduire à l'extubation. Et bien dans les deux cas, l'utilisation de ces protocoles permet, ici sur la durée totale de ventilation mécanique, de diminuer la durée de ventilation mécanique par rapport au comparateur qui était en fait l'utilisation d'aucun protocole et un peu une extubation quand le docteur avait envie ou quand l'infirmier pensait que c'était le bon moment. Donc l'utilisation de protocoles de service pour la réalisation de l'épreuve de sevrage et pour la réduction progressive de la ventilation mécanique avant que le patient arrive à l'épreuve de sevrage sont associés à une diminution de la durée de ventilation mécanique et également, c'est la même étude, la même méta-analyse, à une diminution de la durée de séjour en réanimation du patient. Donc en utilisant ces protocoles, on va réduire la durée du sevrage, on va réduire la durée de ventilation mécanique totale du patient, on va réduire sa durée de séjour, donc c'est extrêmement bénéfique. Et là-dedans, vous, infirmiers, infirmières, vous avez un rôle important à jouer. Ici, une étude un petit peu ancienne, mais que je montre toujours parce qu'elle est assez édifiante. C'est une étude réalisée en Australie et Nouvelle-Zélande, où l'organisation paramédicale est différente, où il y a certes une densité de soignants plus importante, mais aussi la délégation et la façon dont les infirmiers travaillent avec les médecins en réanimation est différente. Et donc dans ce travail, était rapporté que, ici, vous voyez, le fait que le patient soit prêt à être sevré, le choix de la méthode de sevrage, le fait que le patient soit prêt à être extubé et juger que le patient a raté son extubation, et bien vous voyez que dans la grande majorité des cas, entre 2 tiers et 94% des cas, eh bien c'était l'infirmier ou l'infirmière qui était à l'origine de ces décisions, alors que vous voyez que le medical input, la fois où c'est le docteur qui dit que le patient est prêt à être extubé, prêt à être sevré ou qu'il a raté, représente est bien minoritaire, alors que dans nos services encore beaucoup trop, ce sont les médecins qui sont à cette initiative. Pas que l'un ou l'autre fasse moins bien, simplement en termes de charge de soins et de proximité du patient, eh bien les infirmiers ont un vrai rôle à jouer parce que simplement vous êtes plus auprès du patient, plus à faire les tours de constante, à le surveiller, et donc finalement plus apte à dépister précocement quand le patient est prêt à être sevré, voire quand le patient est prêt à être extubé. Et lorsqu'on regardait également ce que les infirmiers étaient capables de faire, ou ce sur quoi les infirmiers agissaient en termes de réglage ou de manipulation du respirateur, eh bien vous voyez que dans 90% des cas, ils augmentaient ou diminuaient la FiO2 tout seuls, dans le cadre de protocoles de service, certes, mais en tout cas sans
finalement avoir le médecin au-dessus d'eux qui allait décider que c'était comme ça qu'il fallait faire. Dans 2 tiers des cas, la fréquence respiratoire était également modifiée par l'équipe paramédicale, et dans une grosse moitié des cas, l'augmentation ou la diminution de l'aide inspiratoire était aussi à l'initiative paramédicale. Donc on peut arriver dans nos services aussi, dans le respect de protocole, au fait que vous puissiez accélérer les choses en jouant sur l'aide inspiratoire, en jouant sur la FiO2, éventuellement en jouant sur la fréquence respiratoire. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les procédures et voir comment, d'un patient encore intubé, chez qui on envisage de le sevrer jusqu'à le relais par les différentes techniques de support post-extubation, on va donc voir l'ensemble de procédures. La première chose est de vérifier la sevrabilité du malade. Est-ce que le malade qui est devant moi encore intubé et ventilé, éventuellement même en aide inspiratoire, est sevrable et séparable du ventilateur, qui sont deux notions un petit peu différentes. Vous avez globalement ici une espèce de checklist qui peut servir de base à établir la propre checklist de votre service, ce fameux protocole de sevrage qui permet de réduire la durée de ventilation mécanique. Eh bien, on va vérifier de façon clinique que le patient est capable de tousser, qu'il n'y a pas trop de sécrétion trachéobronchique qui ferait qu'il aurait du mal à expectorer tout ça derrière. Alors bien évidemment, ça dépend aussi de la capacité de tout, hein. Pas beaucoup de sécrétion chez un malade qui tousse pas, ça sera plus embêtant qu'un peu plus de sécrétion, mais chez un malade qui a des très bonnes capacités de tout. Est-ce que la maladie pour laquelle il avait été intubé est résolue, guérie? Et puis après, tout un tas de mesures un peu objectives. Est-ce que le patient est stable au niveau cardiovasculaire? Est-ce qu'il n'est pas trop tachycarde? Est-ce qu'il n'est pas trop hypo ou hypertendu? Est-ce qu'il n'a pas ou une quantité faible et qui n'est pas en train d'augmenter de catécholamine? Est-ce qu'il est stable au niveau métabolique? Est-ce qu'il n'a pas une trop grosse acidose métabolique qui lui demanderait une charge respiratoire pour essayer de compenser ça en post-extubation? Est-ce qu'il est oxygéné correctement? Alors voilà, on peut prendre tout un tas de critères, hein, ceux-ci sont proposés, vous pouvez les affiner, les modifier en accord avec votre équipe médicale et paramédicale dans vos propres protocoles, mais on propose que, est-ce que la saturation soit au moins supérieure à 90% avec une FiO2 au moins inférieure à 40% par exemple. Est-ce que la PEP est en train de diminuer avec un niveau minimal, puisque quand on va l'extuber, surtout si on le fait respirer sans ventilation non invasive, et bien forcément sa PEP sera à 0, donc s'il est au-dessus du 8 par exemple dans cette proposition, ça fera une marche trop grosse, et donc il va peut-être falloir passer par une étape de réduction de la PEP. Et puis, est-ce que la fonction pulmonaire est correcte? Donc là, tout un tas de choses sont proposées, mais notamment, est-ce que le malade en aide inspiratoire, avec des bas niveaux d'aide, fait un volume courant satisfaisant, au moins supérieur à 5-6 ml kg? Est-ce que sa fréquence respiratoire est correcte et pas trop élevée? Est-ce qu'il n'est pas trop polypnéique? Ici, il est proposé 35 par minute, mais moi je trouve que c'est même un petit peu beaucoup. Un malade qui a un niveau d'aide minimal et qui fait un bon VT doit respirer pas à 35 par minute, hein, mais on va dire inférieur à 20-25. Dernière chose, est-ce qu'au niveau neurologique, le patient est adapté? Est-ce qu'il n'a plus de sédation ou un niveau très bas? Est-ce qu'il est adapté, orienté? Est-ce qu'il répond aux ordres simples? Est-ce qu'il ne vous semble pas confus? Voilà. Donc voilà un peu une checklist. Vous pouvez la modifier, rajouter des choses, enlever des choses, mais voilà probablement une checklist qui est intéressante et qui est à implémenter dans vos tours de surveillance, puisque c'est simplement en cochant les cases en face de cette checklist qu'on va se rendre compte que finalement le malade, alors que c'était peut-être pas si évident que ça, mais en fait il va cocher toutes les cases ou toutes les cases sauf une, et que peut-être on peut initier la procédure de sevrage. Et donc il est important de vérifier tous les jours, et même de façon pluriquotidienne, la sevrabilité du patient. Moi je pense que c'est tout à fait légitime et raisonnable. Alors ça dépend un peu de vos organisations, mais de checker toutes les 6 heures ou toutes les 8 heures si le patient finalement remplit les éléments de cette checklist. C'est pas très compliqué, il suffit de cocher les petites cases au dos de la feuille de surveillance ou sur l'ordinateur, si vous avez une surveillance informatisée, d'implémenter cette checklist et vous voyez, de la remplir. Et puis finalement, ça permet de vous aligner le petit voyant vert quand toutes les cases sont cochées sauf une, ce qui, encore une fois, ne saute pas forcément tout le temps aux yeux lorsqu'on fait une évaluation un peu subjective en rentrant dans la chambre du patient. Et puis, une fois que le patient a coché toutes les cases, ou quasi toutes les cases de la checklist, il va falloir réaliser une épreuve de sevrage dès lors que le patient a été ventilé au moins 48 heures. Il n'est pas nécessaire de faire une épreuve de sevrage pour un malade, par exemple, qui intégrerait votre réanimation en post-opératoire d'une chirurgie lourde et qui serait extubé dans les 12 à 24 heures. Mais par contre, pour tout patient qui a une ventilation prolongée, il faut réaliser cette épreuve de sevrage. Ça, on le sait depuis longtemps, hein, c'est des études au tout début des années 2000 qui montraient que pour ces patients qui avaient été ventilés plus de 48 heures, si on ne faisait pas d'épreuve de sevrage, l'échec d'extubation survenait dans à peu près 40% des cas, alors que lorsqu'on faisait une épreuve de sevrage et qu'on extubait les patients qui l'avaient réussi uniquement, eh bien, on diminuait cet échec d'extubation aux alentours des, comme je vous le disais sur les premières diapositives, 10 à 15%. Donc cette épreuve de sevrage nous permet de diminuer les échecs d'extubation, il faut en faire. Il faut donc la réaliser le plus tôt possible,
Et là, je ne reprends pas ces éléments, hein, c'est les éléments de la checklist, dès lors que voilà, le patient a coché les cases et qu'on va pouvoir, et qu'il a pardon, atteint les éléments de votre protocole qui permettent de vérifier sa sevrabilité. Alors, le test de sevrage, comment on le fait? Je vous ai listé ici ce que globalement vous devez avoir rencontré dans votre carrière et j'imagine ce que vous faites déjà actuellement si vous le faites et je l'espère dans votre service. Moi j'en vois pas d'autres, mais globalement donc il existe ce qu'on appelle le T-tube, c'est-à-dire finalement faire respirer le malade sans aide inspiratoire et sans PEP. Et donc il y a deux façons de le faire, soit en ventilation spontanée en déconnectant le patient du ventilateur et en le faisant respirer à travers la sonde d'intubation avec éventuellement un apport d'oxygène au bout, ou la même chose mais en le gardant branché sur le respirateur, et simplement on est dans un mode en aide inspiratoire et en mettant une PEP à 0 et une aide à 0. Alors si vous aviez opté pour le T-tube, et on va voir après que c'est peut-être plus ce qu'il faut faire vraiment, mais si vous avez opté pour le T-tube, je vous encourage quand même à le faire brancher sur le respirateur. Ça ne change strictement rien si ce n'est que ça déconnecte pas le malade, ce qui est un petit peu plus propre d'une part, et en plus ça vous permet de monitorer ce qui se passe, c'est-à-dire de monitorer la fréquence respiratoire réelle du malade et de regarder les volumes le volume courant que le malade génère et même éventuellement les pressions avec lesquelles il respire, puisque le respirateur vous permet de monitorer ça, alors que vraiment quand vous êtes en VS déconnecté du ventilateur avec la machine éteinte dans le coin, vous surveillez quand même pas grand-chose de ce qui se passe du patient. L'autre façon de faire, c'est de laisser le patient branché au respirateur en aide inspiratoire et d'aller mettre des bas niveaux d'aide inspiratoire, par exemple une aide à 6 ou 7 cm d'eau, avec ou sans PEP, avec des niveaux de PEP minimal, hein, je vous le montrais tout à l'heure, probablement inférieur à 6 à 8. Ici, on peut proposer de mettre une PEP 3,5 et une aide à 6,7. Et on va voir laquelle des deux il faut privilégier. Et puis, il y a des modes complexes qui permettent d'essayer de vérifier si le patient est sevrable, comme l'adaptative support ventilation, la proportional assist ventilation, mais ça, j'aurais pas le temps d'entrer dans le détail. Sachez qu'aujourd'hui, ces modes complexes qui existent que sur certains respirateurs peuvent être intéressants, mais n'ont pas de vrai apport clinique par rapport à l'épreuve de sevrage, aux épreuves de sevrage telles que décrites au-dessus, et on va voir laquelle il faut choisir. Alors ce qu'on sait depuis aussi maintenant une dizaine d'années, c'est que lorsqu'on met une PEP et qu'on maintient une pression positive dans le thorax, y compris en expiratoire, eh bien ça peut masquer une dysfonction cardiaque, puisque finalement la pression positive dans le thorax chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, hein, qu'elle soit aiguë, liée à tout ce qui s'est passé en réanimation ou chronique, eh bien l'application de cette pression positive dans le thorax et d'une PEP améliore les choses, hein. Vous savez qu'on traite les œdèmes pulmonaires cardiogéniques par de la VNI, par de l'intubation, et que la pression positive va aider le cœur à éjecter, mettre de la pression dans les alvéoles, lutter contre cet œdème qui a tendance à sortir dans les alvéoles, et donc finalement appliquer une PEP peut masquer une dysfonction cardiaque, et c'est important parce que c'est la première cause d'échec de sevrage, avec des malades éventuellement même encore un peu inflattés, qu'on a beaucoup hydratés, qui sont au-dessus de leur poids sec, et donc on dit que du coup il ne faut pas utiliser des preuves de VS avec une PEP pour réaliser l'épreuve de sevrage. Lorsqu'on compare maintenant, donc du coup il nous reste ce qu'on appelle vulgairement le T-tube, c'est-à-dire une épreuve avec une aide à 0 versus une épreuve de VS-aide avec des bas niveaux d'aide. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, lorsqu'on utilise des épreuves avec une aide à 0 cm d'eau, le T-tube, ça conduit à des extubations un petit peu plus tardives que l'épreuve de VS-aide à bas niveau d'aide. Et parce que finalement maintenir un bas niveau d'aide inspiratoire permet de compenser un petit peu le travail respiratoire du malade lié à la sonde d'intubation. Il ne faut pas oublier que le malade respire à travers la sonde d'intubation à ce moment-là, que c'est une charge supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre une sonde d'intubation propre, bien sûr, de la mettre dans votre bouche et de respirer à travers, même une 7,5 ou une 8. C'est une charge respiratoire supplémentaire à ce que finalement vous faites lorsque vous respirez par la bouche. Et donc finalement maintenir un niveau d'aide minimal qui permet simplement de lutter contre le travail respiratoire supplémentaire lié à la sonde, pourrait permettre de mimer un peu mieux ce qui se passe. Alors c'est pas tout le temps vrai, parce que souvent en post-extubation immédiat, les résistances des voies aériennes supérieures peuvent être augmentées parce que le malade a un peu d'œdème, notamment au niveau du plan glottique. Et donc finalement, dans ce cadre-là, le travail respiratoire que va devoir faire le malade pour respirer à travers un plan glottique un peu démacié peut s'apparenter un peu à ce qui se passe lorsqu'on respire à travers la sonde d'intubation, c'est-à-dire plus que pour vous et pour moi. Et donc l'épreuve d'aide avec une aide à 0 pourrait peut-être refléter un peu plus ce qui se passe en post-extubation. Bon, néanmoins, différentes études comparant donc cette extubation après une épreuve de VSAI avec une aide à 0 ou après VSAI avec une aide minimale ont été faites et ont abouti à l'établissement de recommandations, donc ça c'est des recommandations nord-américaines,
publié en 2017. Elles ont fait une revue de la littérature. Il n'y a pas énormément d'études, leur niveau et leur qualité n'est pas extraordinaire. Néanmoins, lorsqu'on analyse de façon globale ces études, eh bien, vous voyez qu'ici, c'est pour le succès de l'épreuve de sevrage. Eh bien, on a plus de succès de l'épreuve de sevrage, 79,5% versus 73% lorsqu'on utilise une épreuve de sevrage avec un niveau d'aide minimale. Bon, ça c'est pour le succès de l'épreuve de sevrage, c'est intéressant, mais nous, ce qui nous intéresse encore plus, c'est le succès de l'extubation derrière. Et bien là, à nouveau, vous avez 74% de succès d'extubation versus 67% lorsque vous utilisez une épreuve de sevrage avec une aide minimale. Donc, c'est mieux d'utiliser une épreuve de sevrage avec une aide minimale, sans PEP. Donc, je vous conseille d'utiliser comme épreuve de sevrage une épreuve de VSAID avec une aide à 6, entre 6 et 8, PEP 0, pour vérifier la sevrabilité du malade. Donc comment on réalise cette épreuve de sevrage? Donc ça sur la partie niveau d'aide et PEP, je viens de vous en parler, mais pratiquement, donc il va falloir informer le patient du fait qu'on va baisser et toucher les boutons du respirateur et que il va devoir respirer un peu plus tout seul et que c'est ce qui va nous permettre de voir si on peut le séparer du respirateur et l'extuber. Donc bien l'informer, vérifier qu'il ne soit pas angoissé, que ce ne soit pas le moment où il se met à respirer comme une patate parce qu'il a peur de ce qui va se passer. La durée, eh bien 30 minutes suffisent chez les patients standards, ça ne sert à rien de faire plus, vous allez les épuiser. Je vous rappelle qu'ils respirent à travers une sonde d'intubation et donc ça demande un effort respiratoire supplémentaire. Et que chez certains patients qui ont des facteurs prédictifs d'échec de l'extubation, on peut allonger cette épreuve à 1 heure, grand maximum 2 heures, pour essayer de démasquer un échec qui arriverait de façon un petit peu plus tardive. Cette population à risque, c'est les patients qui sont insuffisants cardiaques chroniques ou insuffisants respiratoires chroniques. Donc chez les patients tout venant, 30 minutes suffisent. Chez les insuffisants cardiaques ou insuffisants respiratoires, vous pouvez allonger cette épreuve à grand maximum 2 heures pour vérifier qu'ils tiennent un petit peu plus longtemps. Il faut les asseoir en position semi-assise à 45 degrés. Ça, c'est pas juste pour qu'ils arrêtent de regarder le plafond, c'est parce qu'il a été montré que le fait d'être en position semi-assise à 45 degrés, vous voyez ici c'est la colonne du milieu, en comparant ça à 0 degré à plat dos ou à 90 degrés vraiment très assis dans le lit, peu importe la ligne que vous prenez, ici c'est des éléments de mécanique et de travail respiratoire, hein. WOB c'est le travail respiratoire, c'est le nombre de joules, c'est l'énergie qu'il faut pour respirer, et puis en dessous vous avez tout un tas de paramètres en gros qui témoignent du trapping, de comment le malade arrive à générer de la pression pour respirer, peu importe, on ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que de façon significative, à toutes les lignes, le chiffre est meilleur quand on est à 45 degrés par rapport à 0 d'une part et par rapport à 90. Donc tout à plat, c'est pas bon, ça demande trop d'efforts au malade. Casser en deux à 90, c'est pas bon, ça demande aussi trop d'efforts au malade. La position la mieux pour respirer, pour les muscles respiratoires, pour libérer le diaphragme, qui demande le moins d'efforts au patient pour respirer, c'est à 45 degrés dans le lit. Donc c'est dans cette position que bien évidemment, 1, on va réaliser le test de sevrage, mais aussi 2, on va extuber le malade et le faire respirer après. Donc semi-assis à 45 degrés, si nécessaire parce que le malade est un petit peu encombré, une aspiration trachéée à l'avant, mais vous ne réalisez pas l'épreuve de sevrage juste derrière parce qu'une fois que vous avez aspiré le malade, vous l'avez dérecruté, vous avez aspiré ses gaz alvéolaires, donc on va le faire reventiler avec les paramètres qu'il avait avant pendant au moins 2 bonnes minutes, et après réaliser l'épreuve de sevrage, et tout ça sous surveillance clinique et du scope et du respirateur. Comment j'évalue que le patient a réussi son épreuve de sevrage? C'est quelque chose qui n'est pas très simple. Il y a des critères objectifs et des critères subjectifs, et aucun n'est vraiment parfait, donc on est un peu obligé de les mélanger, et pareil, de faire dans votre protocole une petite grille d'évaluation avec au moins 3-4 critères, et vérifier que le patient les rassemble tous. Les critères objectifs, quand on regarde le volume courant généré, la fréquence respiratoire, la pression maximale générée, ou éventuellement même des choses encore plus compliquées comme la capacité vitale ou le travail respiratoire en joules, et qu'on regarde les résultats des gaz du sang avec à la fin de l'épreuve sa PO2, son rapport P sur F, sa PCO2 pour voir s'il devient hypercapnique, quand on prend tous ces éléments de façon individuelle, c'est pas bon. Hein, donc on peut vraiment pas s'attacher à simplement dire il a fait un bon volume courant, une bonne fréquence, c'est bon, ça va le faire, ou simplement dire je fais un gaz du sang et je regarde s'il n'est pas devenu hypercapnique, ça non plus, ça va pas le faire. Donc il va falloir pouler un peu ces éléments, bien évidemment on va regarder qu'ils ne deviennent pas polypnéiques, bien évidemment on va regarder qu'ils ne deviennent pas hypercapniques, mais il va falloir les ajouter les uns aux autres dans une grille. Et puis si on veut regarder le moins mauvais paramètre objectif pris isolément, c'est ce qu'on appelle le Rapid Shallow Breathing Index, qui consiste à diviser la fréquence respiratoire par le volume courant en litres.
Et donc, en gros, ça reflète le fait qu'un malade qui va rater va commencer à faire des petits volumes et une grande fréquence, à la limite même respirer de façon comme un petit chien haletant en respiration superficielle. Et là, vous voyez bien que s'il respire à 40 par minute en faisant des tout petits volumes de 100 ou 200 millilitres, eh bien, vous allez faire augmenter ce RSBI, alors qu'à l'inverse, si le malade respire calmement, on va dire à 15 par minute en faisant 400 millilitres, vous allez avoir un RSBI bas. Alors les études qui ont étudié cet index, elles vous disent que si cet index est supérieur à 100, il y a une probabilité augmentée d'échec de sevrage. Ça c'est vrai, mais qu'elle fait des petits calculs dans votre tête, pour arriver à 100, c'est très difficile. Il faut vraiment que le malade respire très vite avec des petits volumes. Et en fait, il y a toute une zone grise où le malade va être entre 50 et 100, où on se dit déjà que c'est quand même pas terrible à le voir, et où là, pourtant, on est dans la zone grise de l'indicateur. Donc oui, clairement, si c'est supérieur à 100, ça va mal se passer, mais c'est assez peu sensible parce que c'est quand même assez rare que le malade soit au-dessus de ça. Donc il va falloir, comme je vous le dis, mélanger ces différents index dans votre protocole local. Il faudra tenir compte de l'impression clinique du soignant, la vôtre, éventuellement c'est le docteur s'il a assisté à l'épreuve de sevrage. C'est important, vous savez faire, vous en avez vu plein, et donc savoir si le malade respire correctement, c'est important. Et puis il va falloir tenir compte de l'impression du patient aussi. Il ne faut pas oublier de lui demander comment ça s'est passé, puisqu'il est quand même capable de le faire, sinon neurologiquement vous n'auriez pas déclenché une épreuve de sevrage. Donc ça a été regardé aussi, et lorsqu'on interroge à la fin de l'épreuve si les patients sont confiants, ici à gauche, ou non confiants dans le fait que ça va bien se passer, eh bien vous voyez que le patient sait, parce que chez les confiants, dans 90% des cas, l'extubation est un succès, alors que chez ceux qui n'étaient pas très confiants mais qu'on a extubé quand même, l'extubation n'est un succès que dans 45% des cas, et on en réintube plus de la moitié. Donc finalement, l'impression du patient, elle est juste. Et elle est juste et elle est corrélée à des choses assez objectives. Quand on regarde les différences entre les confiants et les non-confiants, les non-confiants sont souvent plus âgés, sont souvent plus hypercapniques à la fin de l'épreuve de sevrage, ont souvent ce fameux index sur T, là, vous voyez, qui est supérieur dans le groupe des non-confiants aux confiants. Enfin, vous voyez qu'on est loin des 100, on est à 46 au début et 52 à la fin, mais enfin, globalement, c'est supérieur à ceux qui sont confiants, donc ça montre qu'ils vont respirer plus vite avec des plus petits volumes. Donc globalement, cette impression de non-confiance du patient, elle est associée et elle est corrélée à des paramètres un peu plus objectifs, donc c'est pas totalement déconnant de demander l'impression du patient. Le patient a réussi son épreuve de sevrage. Ici, c'est une erreur, il y a marqué succès du T-tube, mais vous avez bien vu qu'on ne fait plus de T-tube. C'est une épreuve de sevrage en VS-aide avec une aide minimale à 6-800 PEP. Il faut que je corrige cette diapositive, je m'en excuse. Eh bien, est-ce que je peux l'extuber? Donc, vous voyez, c'est la différence entre la sevrabilité et l'extubabilité, on va dire. Donc, il ne faut pas oublier à cet instant-là de revérifier que le patient a une abondance, un aspect des sécrétions qui colle avec le fait qu'il va être capable de les expectorer tout seul après. Donc ça, il peut y avoir vraiment une collaboration avec l'équipe de kinésithérapie pour ça. Et puis, estimer le risque d'œdème laryngé. Ça ne survient pas chez tout le monde, ça c'est un plan glottique normal pour ceux qui ne l'auraient pas bien vu, avec en blanc là, les deux cordes vocales, et puis en dessous le trou là, qui va vers le bas, c'est la trachée avec ses anneaux cartilagineux qu'on devine. Et vous voyez ici, ça c'est par exemple le plan glottique d'un malade qui a un œdème laryngé, vous imaginez bien que respirer à travers cette filière laryngée là est quand même beaucoup plus difficile. Ça survient chez 5 à 15%, l'œdème laryngé post-extubation, c'est plus fréquent chez la femme. Et pour le dépister, il peut y avoir l'intérêt du test de fuite, qui n'est pas un test parfait, mais qui peut permettre quand même de dépister ça. Comment on fait? On dégonfle le ballonnet de la sonde d'intubation, après avoir aspiré le malade en sus glottique, pour éviter que lorsqu'on dégonfle le ballonnet, il inhale toutes les sécrétions qui n'étaient pas très propres, et avoir fait un bon soin de bouche pour le côté oropharyngé. Et puis on va comparer sur 4 à 6 cycles le volume courant inspiratoire et expiratoire, en se disant que si le ballonnet est dégonflé et qu'il n'y a pas d'œdème, ça va fuir forcément, et que donc on va avoir à l'expiration un volume courant plus faible qu'à l'inspiration, puisqu'une partie ne sera pas repassée par la sonde d'intubation et le ventilateur qui mesure, mais simplement sera partie par la bouche du malade dans la pièce. Alors que si vous avez un œdème laryngé, finalement l'œdème va se mouler sur la sonde d'intubation, et même ballonnet dégonflé, vous n'aurez pas de fuite. Donc un test de fuite dit positif, c'est un test de fuite qui fuit. Et lorsque vous n'avez pas ou pas beaucoup de fuite, et on considère que c'est entre 100, inférieur à 110, 130 ou moins de 12% du VT inspiratoire, eh bien c'est un facteur de risque d'avoir cette détresse respiratoire et ce stridor post-extubation. Vous voyez, il y a quasiment 6 fois plus de risque d'avoir un œdème laryngé avec un stridor post-extubation si vous n'avez pas de fuite au test de fuite. Mais c'est pas parfait. La présence de fuite ne garantit pas l'absence d'obstruction laryngée post-op. Vous voyez, ça vous dit que vous avez 2 fois moins, 0,48, c'est quasiment 0,50, 2 fois moins de risque d'avoir ce stridor post-extubation, mais c'est pas parfait non plus. Alors chez qui on peut faire ce test de fuite? Eh bien chez la population à risque. Et la population à risque, on sait que c'est globalement plus les femmes que les hommes.
des patients qui ont plus des motifs d'admission médicale que chirurgicale, parce que les intubations sont souvent un petit peu plus en urgence qu'au bloc opératoire, et donc avec des risques de lésion du larynx plus importantes. Notamment, vous voyez, si l'intubation a été traumatique, qu'on s'y est repris à plusieurs fois, que ça a nécessité le mandrin d'Eschmann ou autre, c'est aussi des facteurs de risque. Si le ballonnet a été surgonflé à un moment ou à un autre, parce que ça crée de l'œdème local. Si l'intubation a été prolongée plus d'une semaine, ça c'est sûr que plus le patient est intubé longtemps, plus il est à risque. Et encore plus si le patient a un antécédent d'auto-extubation ou s'il s'est extubé avec le ballonnet gonflé, ce qui lui a bien rayé le plan glottique. Tout ça, c'est des facteurs de risque de stridor post-extubation. Et donc dans ce cas-là, on peut réaliser le test de fuite. Pour finir, on a donc vérifié la sevrabilité, on a vérifié l'extubabilité, et on extube le malade parce qu'il a réussi tout ça. Est-ce que je dois faire un relais par ventilation non invasive? Alors il faut bien distinguer deux situations, la ventilation non invasive prophylactique, c'est-à-dire en prévention d'une détresse respiratoire, qui est potentiellement utile, une ventilation non invasive thérapeutique, c'est-à-dire que le sevrage est un échec, le malade a une détresse respiratoire post-extubation, et je vais lui appliquer de la VNI. Et là, dans ce cas-là, souvent ça ne marche pas, voire c'est délétère, parce que ça retarde la réintubation. Dans une population non sélectionnée, tous les malades de la réanimation, la VNI prophylactique, pour éviter l'échec d'extubation dans les heures qui suivent, eh bien, il n'y a pas d'intérêt démontré. Ça, c'est des études qui ont une dizaine d'années maintenant, ça c'en est une, il y en a d'autres. Lorsque je prends tous les malades et que je randomise, je leur fais rien, contrôle, ou je leur mets de la VNI prophylactique, ici il y avait 200 malades dans chaque groupe, vous voyez le pourcentage de patients qui ratent première ligne ou qui sont réintubés deuxième ligne sont les mêmes, et la mortalité derrière en réanimation est la même aussi, même si elle a été très faible dans cette étude. Donc il n'y a pas d'intérêt de la VNI prophylactique chez tout le monde. Par contre, dans une population à risque d'échec, des patients dont on sait qu'ils ont des facteurs de risque d'avoir plus de ratage de cette extubation, là ça marche. Voici une de ces études et un de ces exemples. Donc c'était comment on définissait les patients qui étaient à risque. Eh bien, c'était donc des patients qui étaient ventilés plus de 48 heures, qui avaient eu un succès d'une épreuve de sevrage, mais qui avaient au moins une de ces conditions, c'est-à-dire qui avaient eu au moins un échec de sevrage avant celui réussi, un échec de test de sevrage avant celui réussi, des insuffisants cardiaques chroniques, des patients hypercapniques et ou insuffisants respiratoires chroniques, des patients qui avaient au moins deux comorbidités autres, ça pouvait être donc des patients cirrhotiques, des patients qui avaient des troubles des fonctions supérieures et autres, et ou des patients qui avaient une faible capacité de toux. Et donc dans ce sous-groupe de malades où on se dit qu'il y a au moins un ou deux facteurs de risque que ça ne se passe pas bien, lorsqu'on applique la VNI prophylactique, eh bien on diminue de 16% les réintubations, et ça c'était significatif. Il y avait une autre étude ici, mais qui montre globalement la même chose, je passe un peu vite. Donc les patients qui avaient une hypercapnie, des insuffisants cardiaques ou des insuffisants respiratoires chroniques, et bien dans ce cas-là, vous voyez que la détresse respiratoire après extubation, c'était 15% des patients dans le groupe qui avaient de la VNI prophylactique versus 48% des patients dans le groupe contrôle. Donc à nouveau, ça fonctionnait. Donc sujet âgé, insuffisant cardiaque et ou insuffisant respiratoire, patient hypercapnique à la fin de l'épreuve de sevrage, mais avec une hypercapnie isolée qui en soi n'empêchait pas de l'extuber, ou des patients qui ont déjà plus d'un échec d'épreuve de sevrage avant celle qui réussit et qui conduit à l'extubation, application d'une VNI prophylactique. Dernière question, que j'ai ou pas une indication à une VNI prophylactique, est-ce que je fais un relais par oxygénothérapie à haut débit nasal pour administrer l'oxygène en post-extubation? Donc si je prends les patients à nouveau à haut risque d'échec et que je compare l'OHD à la ventilation non invasive, puisqu'on vient de dire que c'est des malades qui avaient besoin de VNI, est-ce que ça change quelque chose? Globalement, dans cette étude, se portant sur 300 malades dans chaque groupe, le devenir respiratoire est similaire. Donc finalement, l'OHD fait pas mieux, mais fait aussi bien que la ventilation non invasive pour prévenir les réintubations première ligne ou les détresses respiratoires post-extubation deuxième ligne. Mais dans cette étude, il y avait moins d'effets secondaires associés à l'OHD, vous voyez 0% versus 43% dans la VNI. Alors il faut savoir que dans cette étude, les effets secondaires, ils notaient comme effet secondaire, par exemple, même simplement les rougeurs du nez, même sans aller jusqu'à l'escarre bien évidemment, mais simplement les rougeurs du nez ou la douleur un peu du nez. Et forcément, on imagine bien quand on fait de la VNI, ça survient de façon plus fréquente que dans l'OHD. Donc globalement, dans le groupe des patients à risque, l'OHD peut être une alternative, et même probablement que l'OHD doit se mettre en relais avec la VNI, et que chez ces patients à risque, je le répète, les sujets âgés, insuffisants respiratoires chroniques, des patients qui ont déjà eu plus d'un échec d'épreuve de sevrage avant un qui réussit, eh bien on alterne la VNI 1 heure toutes les 4 heures, et qu'entre eux les séances de VNI, on met de l'oxygénothérapie à haut débit nasal.
Et chez les patients qui cette fois-ci sont à faible risque, donc on a vu que là la VNI prophylactique n'avait pas d'intérêt, est-ce que l'OHD par rapport à l'oxygène aux lunettes pendant les 24 à 48 premières heures peut avoir un intérêt? Eh bien la réponse est oui, ça on a aussi des études qui nous le montrent. Ici c'était une étude qui comparait donc l'OHD à simplement de l'oxygène au masque après l'extubation, sur 50 malades dans chaque groupe. Vous voyez que le besoin d'avoir recours à de la ventilation non invasive, cette fois-ci un peu curative, ou à une réintubation, est diminué dans le groupe OHD à droite, 3,8%, versus 15 à 20% dans le groupe contrôle. Donc ça diminue le recours à l'intubation. Et il y a une autre étude de plus grand effectif qui portait sur un peu plus de 250 malades, chez des patients à faible risque, comme vous voyez, l'effet du high flow nasal cannula, donc c'est-à-dire de l'OHD versus l'oxygène conventionnel. Donc vous voyez que c'était bien des patients à faible risque, hein, c'était des patients plus jeunes, c'est des patients qui n'avaient pas d'insuffisance cardiaque, pas d'insuffisance respiratoire, des scores de gravité en réa plus faibles, ils n'étaient pas obèses, etc., etc. Donc c'était vraiment des patients à faible risque. Et bien dans ce cas-là aussi, si vous regardez les causes de réintubation, vous avez 5% de malades réintubés dans le groupe OHD versus 12% dans le groupe conventionnel. Donc globalement, retenez qu'une fois qu'on extube le malade, pendant 12 à 24 heures, et on arrête après si tout va bien, c'est de l'OHD pour tout le monde. Et chez les malades à haut risque d'échec, tels qu'on les a déjà définis, eh bien en plus de la ventilation non invasive, 1 heure toutes les 4 heures. Je vous remercie de votre attention et puis on va faire ensemble tout à l'heure une petite session interactive en live de questions-réponses, donc n'hésitez pas.